a rich man's world. I have turned the soul of this beautiful land, but that beautiful. Bonjour Claude, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Ça va bien et vous? Au plaisir de vous rencontrer. Enchanté. Enchanté. On va commencer justement d'aller dans une petite ruelle que vous aimeriez nous présenter. Allons-y, je pense que je vais vous suivre. OK, très bien. Of this beautiful land, but that beautiful. A rich man's world. Alors pourquoi la rue Elisabeth pour le début de notre petit parcours? Alors, on va faire deux endroits. Un, c'est une belle rue, comme vous pouvez voir. En apparence, les édifices, c'est des édifices neufs. Il y a des édifices qui sont ici depuis plusieurs dizaines d'années, pour ne pas dire encore plus. Et beaucoup de résidents qui sont très actifs dans leur communauté. Et c'est une rue qui est assez caractéristique de ce qu'on voit par rapport à la crise de l'itinérance. On a une fâcheuse habitude de tout mettre dans le même panier. Une personne itinérante, c'est une personne qui n'a pas de toit. Il y a des personnes itinérantes qui ont des problèmes de santé mentale. Il y a également des toxicomanes qui sont dans la rue. Donc, il faut arrêter de mélanger. Fait qu'ici, on a une situation où on a des organismes communautaires alentours qui font un travail et il y a beaucoup de gens qui restent par la suite dans le quartier et ça vient un petit peu, mettre un défi dans la cohabitation sociale. Alors, ce que je voulais faire, c'est juste vous montrer un endroit qui est... Est-ce qu'on est arrivé ici? Ouais, non, on va aller un peu plus par là. Allons-y. Et le point, c'était de vous montrer comment qu'à 50 mètres, 60 mètres de Sainte-Catherine, on est dans un autre monde. Alors là, je vais vous montrer un endroit qui a été imaginé par les citoyens et où il se fait beaucoup de commerce de drogue, entre autres. D'accord. Claude, vous avez travaillé pendant longtemps au Centraide, donc l'itinérance, c'est un thème que vous connaissez bien, j'imagine. Oui, absolument. C'est un enjeu social qui est vraiment accéléré, entre autres, par la crise du logement actuellement. On a beaucoup de personnes qui viennent, qui flânent ici, mais il y a beaucoup également de transactions de drogue. Alors, vous allez me dire comment... Ici, dans cette ruelle, par exemple? Oui, absolument, dans cette ruelle. Alors, vous allez me dire comment on peut faire pour faire une transaction de drogue dans une ruelle, dans un quartier comme ici, assez simple. Puis je vais vous le dire, vous allez sourire, c'est que les gens peuvent se géolocaliser. Donc, vous pouvez venir ici, puis envoyer une PIN de votre emplacement à votre dealer et il va venir vous rencontrer ici sur place. Donc, c'est quelque chose qu'on voit. J'étais ici il y a quelques semaines et j'ai vu 2 transactions sous mes yeux. On va se rediriger cette fois-ci sur... Ici, on n'est pas dans l'itinérance. Hein? Oui, on est sur le trafic de drogue. Sur un problème de criminalité qui est pas adressé, je pense, à certains égards pour toutes sortes de raisons. Mais en même temps, on est surtout dans un enjeu très important de cohabitation sociale où on demande beaucoup, beaucoup d'adaptation aux citoyens. Donc, la Ville a mis certaines initiatives en place, comme EMIS. EMIS qui fait de la médiation sociale. Bien, EMIS, je vous dirais que ça fait peut-être du bien aux citoyens des fois, mais ça ne fait pas nécessairement du bien à la personne en situation d'itinérance. Et vous, au sein d'Ensemble Montréal, qu'est-ce que vous proposez justement? C'est quoi les solutions que vous voulez mettre en place pour à la fois améliorer les problématiques sur l'itinérance et sur les problématiques d'addiction? Oui, je vais répondre à votre question. On va marcher dans cette autre ruelle. Ici, on va faire attention pour ne pas se mouiller les pieds. Là. Alors, pendant qu'on marche ici, et venez avec moi, là. Pendant qu'on marche ici, là, juste gardez en tête que l'édifice ici, à gauche, est inhabité. Généralement, si on est chanceux, là, ou pas chanceux, on voit des rats se promener. Mais c'est relativement accessible, donc ça devient un nid à feu assez rapidement. Et ça peut être assez préoccupant pour les résidents aussi. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est que vous avez certaines caméras ici qui ont été installées par des résidents. Parce que assurer la quiétude, il y a beaucoup de bruit le soir, transaction de drogue encore une fois. Fait qu'on est l'envers de la médaille du beau côté de la rue à directement la ruelle. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tripler le budget de l'itinérance pour aider à la lutte à l'itinérance. Pour ça, ça va prendre des refuges temporaires ou des habitations temporaires de transition. On va en construire 2000. Donc on a dit qu'on allait faire ça, 2000 dans le premier mandat. Et vous savez où? À la Ville de Montréal, on a plusieurs édifices en haut de 80 qui sont inutilisés, qui pourraient servir de refuge ou d'habitation transitoire. Et dans le premier 100 jours de notre arrivée au pouvoir, on va faire l'inventaire de ça
puis on a réservé 100 millions dans le but de pouvoir faire de la conversion, de la rénovation, des investissements dans cette situation-là pour avoir aussi des services près de où l'itinérance se trouve. Fait qu'au lieu d'amener tout le monde vers le centre-ville, on pourra avoir également des refuges qui pourraient être excentrés et être près de la population. Fait que c'est des mesures fortes pour nous, c'est des mesures très concrètes, très réelles, et c'est surtout des mesures où on se dit, on ne va pas attendre après un autre palier de gouvernement. Comme ville, on a des outils, il faut les utiliser et on va le faire. Ok, super. Est-ce qu'il y avait justement quelque chose d'autre que vous auriez aimé nous montrer dans cette ruelle? Bien, on va marcher sur Sainte-Catherine, si vous voulez. Ouais, on va revenir sur Sainte-Catherine. Puis on pourra parler de la revitalisation de zones, si vous... Allons-y, pas de problème. Sur Sainte-Catherine, on va rester un temps et puis on va essayer de remonter sur Boulevard de Maisonneuve pour parler un petit peu de tout ce qui est mobilité et travaux. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu concrètement à nos auditeurs, je sais que c'est quand même une expérience majeure pour vous, ce que fait le Centraide et ce que vous avez fait au sein du Centraide? Alors, Centraide, c'est un organisme qui ramasse des sous et qui redistribue après analyse et compréhension des enjeux sociaux dans 375 organismes dans le Grand Montréal. Son équipe d'analyse est en mesure de bien comprendre les enjeux, d'appuyer aussi les organismes communautaires, les résidents, à bien identifier ce sur quoi ils veulent travailler et après ça, ils viennent appuyer. Donc, c'est absolument extraordinaire. Fait que ici, vous avez... Si on regarde, ça ici, ça doit servir de refuge à une personne le soir, ou en tout cas pour dormir. Vous avez des édifices qui sont non utilisés. En haut, c'est non utilisé. Le projet de loi 39, je ne veux pas être trop technique, mais je veux juste vous expliquer. Allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, le projet de loi 39 permet d'avoir des zones de taxes différenciées. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que dans un cas un quartier ou un secteur de la ville ou même d'un quartier, on pourrait s'assurer d'avoir des incitatifs au niveau de la taxe pour permettre à des commerces donc de s'installer. Fait qu'on pourrait penser à des jeunes pousses, on pourrait penser à des commerçants, on pourrait penser à un commerce d'économie circulaire en alimentation, disons. Fait qu'il y a des outils. Alors, c'est un outil qui existe depuis 2 ans, mais qui actuellement n'a pas été utilisé. Je vous propose de traverser de ce côté. Ah oui, parfait. On va arriver bientôt là justement au boulevard Maisonneuve. Forcément une thématique qui a animé particulièrement le débat entre les différents candidats, c'est la thématique de la mobilité, des pistes cyclables. Alors on sait que le positionnement de Soraya Martinez, c'est de lancer une consultation sur les différentes pistes cyclables. Vous vous positionnez comment? Alors, on n'a pas dit qu'on allait faire une consultation, on va faire un audit. Ah, pardon, un audit. Alors, on veut faire un état des lieux sur la question des pistes cyclables. Okay. Et on s'est fait vraiment lancer beaucoup de tomates sur cette question-là pour toutes les mauvaises raisons, parce qu'on n'a jamais dit qu'on allait faire une piste cyclable, premièrement. On n'a jamais dit qu'on n'allait pas en faire non plus, deuxièmement. Troisièmement, la Ville de Montréal, le projet Montréal, dans son budget actuel, a de l'argent pour sécuriser des pistes cyclables. Je ne sais pas si vous connaissez de la commune et Berry. Oui, je connais. Bon, êtes-vous peut-être déjà allé en vélo? Oui, plusieurs fois. Imaginez-vous, si vous pouvez le mettre dans votre tête, là, imaginez-vous si vous êtes une personne âgée à mobilité réduite, essayez de passer là, sur ce coin-là, un samedi matin à 11h. Est-ce que vous trouvez que ce débat, il a pris un peu trop de place, finalement, dans les discussions? Ce débat un peu toujours, est-ce que vous êtes vélo, est-ce que vous êtes anti-vélo? Bien, les différents sondages ont dit que, vraiment, la ligne était tracée entre les deux. Il y a beaucoup de gens qui veulent les pistes cyclables, d'autres qui n'en veulent plus. Écoutez, ça prend un sujet pour parler en campagne électorale. J'imagine que c'est ça le sujet, mais c'est définitivement pas la question qui devrait faire, la une ou la question de l'urne non plus. On va attendre que le feu passe au vert. On va aborder le sujet suivant puisqu'on va bientôt arriver à la grosse zone de travaux du quartier latin. Justement, en fait, comment se positionne un petit peu, comment vous vous positionnez par rapport à la thématique de la gestion des travaux? Mais nous, ce qu'on a dit, c'est que lorsqu'on va ouvrir une rue, on ne va pas y retoucher pendant 5 ans pour éviter un peu que ce soit le festival. Donc, ça va prendre quoi? Ça va prendre une meilleure coordination à l'interne. Alors, ça nous prend comme une unité ou une personne au comité exécutif qui va s'assurer que les unités administratives se parlent et qu'on est capable de mieux planifier. On va, oui, avoir recours à l'intelligence artificielle, entre autres, pour maximiser certains aspects de la planification, mais l'idée, c'est véritablement mettre les unités administratives responsables en contact et en collaboration pour s'assurer qu'on ne revient pas systématiquement sur des endroits qu'on venait de faire il y a 6 mois, disons. On est arrivé justement à l'entrée du quartier latin.
Quartier latin, quartier particulièrement dynamique, quartier reconnu pour ses bars, sa vie festive. On parle beaucoup de la vie nocturne, de la cohabitation entre le voisinage et les bars et restaurants. Vous, c'est quoi votre solution pour une meilleure cohabitation? C'est-à-dire à la fois une préservation de la culture montréalaise, peut-être de la vie de nuit, et en même temps permettre aux concitoyens qui vivent dans le quartier de pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. Bien, écoutez, je pense qu'il va falloir s'inspirer de certaines expériences internationales intéressantes par rapport à ce vivre ensemble ou cette cohabitation-là. Vous avez des exemples? Bien, il est en Allemagne, entre autres. Puis là, je dis rien quand je dis ça. Je veux dire, on n'a pas regardé, on parle, mais je pense à Berlin où lorsque tu signes ton bail ou que tu achètes une maison, c'est clairement indiqué que tu es dans une zone festive, oui. Donc, peut-être ce genre de situation. Honnêtement, je ne voudrais pas dire des choses là, que vous pourriez me dire dans 6 mois que je n'ai pas faites. Là. Mais c'est clair aussi qu'on a déjà annoncé une prolongation des heures du métro. Okay. Parce que, je veux dire, si on veut que les gens viennent au centre-ville pour célébrer, fêter, sortent dans les bars, il faut qu'ils soient en mesure de retourner à la maison, n'est-ce pas, à des coûts raisonnables, des moyens raisonnables. Puis en même temps, le métro, ce qu'on a annoncé aussi, c'est qu'on va s'assurer qu'il y ait plus d'agents de métro pour que les gens se sentent plus en sécurité. Alors, vous savez, c'est comme une chaîne en continu, là. On va travailler sur la propreté, on va travailler sur l'itinérance, on va travailler sur la sécurité, on va travailler sur les problèmes de toxicomanie et tout ça. Et tout ça va faire en sorte qu'à un moment donné, ça va se répercuter dans nos espaces publics, également dans les moyens de transport. Et les gens vont reprendre confiance. Et ils vont vouloir sortir, ils vont vouloir faire en sorte de venir au centre-ville puis de fêter comme on fêtait avant. Montréal, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. Et on a dans notre plan, au centre de notre plan, de ramener Montréal grande ville culturelle. Et c'est important pour nous. Alors Claude Pinard, on arrive à la fin de cette interview. C'était particulièrement intéressant de faire cette visite avec vous. Je pense que vous nous avez montré des choses que les autres candidats ne nous ont pas forcément montrées. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Oui, on va faire une entente, vous et moi. Dans 4 ans, on va refaire la même marche. Puis on regardera comment nous avons amélioré ce qui se passe dans le district. Puis ça, c'est pas des paroles de politiciens, là. C'est des paroles d'un citoyen qui a décidé qu'il s'engageait. Moi, j'ai été 4 ans à Centraide. J'avais un excellent travail. J'aurais pu décider de continuer à faire ça. Mais pour moi, c'était important de venir contribuer, de m'engager, de m'oublier un peu pour les 4 prochaines années puis de dire... Peut-être 8 prochaines années, on verra. Mais pour m'engager à 100% pour faire une différence. Fait que dans 4 ans, on prend rendez-vous puis on fera la même tournée. Ça marche. Merci beaucoup, Claude Pinard. Ravi de vous avoir rencontré. Puis je vous souhaite le meilleur au sein de Ensemble Montréal. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.